Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour parler aujourd'hui d'hygiène. Parce que je sais que c'est un des sujets parentaux source de beaucoup de difficultés, de prise de tête et donc d'énergie qui part en fumée. J'invite toujours dans ce podcast à questionner et à examiner toujours minutieusement chaque demande qu'on fait aux enfants, chaque demande qu'on voit comme une exigence, un devoir ou une obligation. Parce que quand je vois que ce que je demande à mes enfants, ça crée un désaccord ou un refus, au lieu d'insister et de marteler mes enfants, ou alors parfois un peu après, parce que ça m'arrive d'insister sur des trucs qui m'inquiètent, je me pose à froid et j'essaye de réfléchir à ma demande en me demandant quel est le risque en vrai que mes enfants ne le fassent pas, ce truc que je leur demande. Quels sont les risques avérés, réels, et non pas fondés sur mes peurs, mes croyances ou mes messages intérieurs anciens. Il y a plein de sujets comme ça en fait, qui nous semblent indiscutables, obligatoires, mais qui en réalité ne présentent pas de risque réel, et qui sont en fait originaires des messages anciens qui disent qu'il faut faire comme ça, et qu'on doit le faire, et c'est comme ça, et c'est tout. En vrai, les choses, elles ont l'importance qu'on leur donne. Il n'y a pas des choses importantes d'un côté, et des choses pas importantes d'un autre côté. Il y a des choses, et chacun leur donne l'importance qu'il veut. L'hygiène, c'est un sujet qui fâche beaucoup les parents avec leurs enfants. Le bain du soir, les mains lavées, les dents brossées, tout ça, et tous les jours, et voire plusieurs fois par jour pour certains actes. Donc autant dire que c'est autant de moments pénibles pour tout le monde. Et perso, moi les moments de lutte, les moments d'insistance, j'aime pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui aiment ça. Donc quand je peux éviter un conflit inutile, je le fais. Et même quand on est un parent qui estime qu'il faut un cadre et qu'il faut des règles et que l'enfant il doit les suivre parce que c'est tout, c'est comme ça, en plus d'être délétère pour l'enfant et pour la relation avec l'enfant, j'ai du mal à comprendre qu'on s'acharne dans des conflits. Perso, j'ai clairement pas envie d'user de l'énergie dans des conflits juste parce que c'est moi qui devrais commander. C'est ultra usant un conflit. Je veux dire, ça demande énormément d'énergie. Moi j'invite, économisons-nous, quand on est parent on a besoin d'économie, donc moi je dis économisons-nous au maximum. Et pour ça il faut que je puisse réduire l'inquiétude ou l'importance que je donne à cette chose que je suis en train de demander à mon enfant. Et du coup pour l'hygiène, moi j'avais besoin d'être rassurée, de voir et de me renseigner sur le fait de qu'est-ce qu'il y aurait comme risque pour la santé de mes enfants s'ils ne se lavent pas, ou moins. Donc c'est un sujet que j'ai voulu vraiment beaucoup creuser, que j'ai beaucoup réflexionné dessus. C'est un sujet qui m'a demandé beaucoup de réflexionnage. Déjà, la première chose, quand on parle d'hygiène, on parle souvent de germes et de bactéries. Les bactéries, c'est un domaine que je connais plutôt bien. En tout cas, j'ai travaillé avec des micro-organismes dans mon travail, dans mes études, pendant des années. Et ça, déjà, ça m'a permis, depuis longtemps maintenant, de ne plus avoir peur de ces petites bêtes. Parce qu'en fait, la quasi-totalité des bactéries qui nous entourent ne sont pas pathogènes, elles ne nous veulent aucun mal. Notre peau, c'est un écosystème, un véritable écosystème. Sur ce sol, il vit un peuple microbien qui s'auto-régule sans problème, et même mieux, qui occupe même si bien l'espace qu'il n'y a pas de place pour que d'autres bactéries qui pourraient nous faire du mal s'y installent. Elles vivent sur un sol huilé, gras, notre couche lipidique, qui est produite par les glandes de l'épiderme, et c'est une couche qui est imperméable, ou en tout cas qui permet de protéger les cellules de l'épiderme de l'air. À partir de là, déjà, on se dit que décaper ce peuple pacifique et cette couche de protection lipidique à coups de savon, c'est pas forcément une super idée. Le souci, bien sûr, c'est qu'en plus de ces bactéries amies et de cette couche lipidique protectrice, on peut cumuler dessus diverses substances, de la terre, de la nourriture, des trucs divers et variés. C'est ça en fait qu'on a envie d'enlever quand on se lave finalement. Mais le problème c'est qu'un savon, ça ne fait pas le tri. Ça dégage les saletés et les bactéries et la couche lipidique.
D'ailleurs, la grosse majorité des saletés s'enlèvent sans problème avec de l'eau tout simplement. Il n'y a que les substances qui sont non hydrophiles, comme les matières grasses, qui ne seront pas dissoutes par l'eau. Mais sinon, l'eau enlève la grosse majorité du reste, en fait. On peut très bien laver déjà un bon paquet de choses avec simplement de l'eau. Et du coup, le choix du savon, c'est même devenu un vrai dilemme. Quand on achète un savon, on veut qu'il lave, mais qu'il lave pas trop quand même. On veut qu'il lave les saletés, mais qu'il n'enlève pas notre film lipidique. Mais comme je le disais, le savon, lui, il fait pas le tri, il enlève tout. Du coup, on crée des savons sur gras, des savons saturés en huile, etc. Tout ça pour que ça laisse un peu de gras quand même sur notre peau, etc. Parce qu'on est tellement attaché à ce savon qu'on veut continuer quand même à en utiliser, et on achète des savons qui lavent moins, en fait. Est-ce qu'ils sont vraiment plus bénéfiques, ces savons qui lavent moins, que se passer tout simplement un coup d'eau pour se laver? C'est une question que je me pose vraiment. Quand on se lave avec du savon, du coup, on enlève nos bactéries inoffensives, protectrices, et ça donne la place à d'autres bactéries qui peuvent être plus pathogènes, qui peuvent faire des bobos sur la peau, et qui peuvent même en profiter d'une ouverture pour entrer dans l'organisme. Quand on se lave, on enlève aussi le film lipidique, comme je le disais, et la peau, elle prend ça comme une agression. Elle va se dépêcher de refabriquer un film gras, et on va se relaver, et la peau, elle reprend ça comme une agression, et elle va refabriquer encore du gras, et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux avec une peau qui regresse de plus en plus. C'est un peu comme la production du lait maternel, je trouve. Plus on stimule le sein, plus il va produire du lait. La peau, elle réagit un peu pareil. Plus on la stimule et plus elle va produire du gras. Quand on se lave et qu'on enlève la protection lipidique de la peau, elle sera soumise aux agressions extérieures. Elle sera moins protégée par les températures froides ou les températures chaudes, par le calcaire, par diverses crèmes, par divers produits et substances. Et la peau, elle sera plus facilement desséchée, déshydratée, et ça va augmenter les divers soucis de peau comme l'eczéma, l'acné, etc. Dans tout ce cheminement de questionnement sur l'hygiène, j'ai voulu discuter avec ma mère des habitudes d'hygiène qu'elle a connues durant son enfance au Portugal dans les années 60-70. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette époque et à cet endroit précis, la paysannerie portugaise avait, à cette époque, bien largement 50 ans de retard sur le mode de vie français. Du coup, ma mère, elle a donc connu un contexte de vie similaire à celui du début du XXe siècle en France. Il n'y avait pas d'eau courante, pas de salle de bain, pas d'électricité, ils avaient qu'une seule paire de chaussures, ils avaient des matelas en paille, des pierres chaudes en guise de bouillotte, etc. Bref, je voulais connaître les habitudes d'hygiène de cette époque-là. Elle m'a raconté beaucoup de choses, elle m'a expliqué qu'en fait, ils ne se lavaient qu'une fois par semaine, le dimanche avant la messe, et c'est tout. Ils avaient une bassine d'eau chaude, ils entraient dedans, et ils se lavaient d'abord le visage, et puis le reste du corps, avec du savon. Ce savon, il servait à tout, aux cheveux, au corps, etc. Et puis ensuite, il prenait de l'eau non savonneuse pour se rincer, en fait. Sinon, au-delà de cette unique douche, je puis dire, dominicale, il se faisait une toute petite toilette du matin pour nettoyer le visage. Et les adultes, souvent le soir, se lavaient les pieds parce qu'ils étaient salis par le travail dans les champs. Les femmes aussi se lavaient durant leurs règles. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas de douche ou de bain autre que ce fameux lavage hebdomadaire du dimanche. Une autre info que j'avais lue quelque part, mais je n'ai plus ma source en tête, donc je ne peux pas vous dire si c'est une source vérifiée ou quoi, si c'est vraiment une source fiable, mais l'info me paraissait quand même assez pertinente. J'avais lu que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup plus de poux, de bêtes et de parasites dans les maisons et dans le lit des humains que chez les singes. La raison évoquée, c'était que les singes, en fait, ils refont constamment leur nid, tous les jours. Ils se savonnent pas, ils se décapent pas, eux. Ils refont, ils aèrent, contrairement aux humains, qui, eux, marinent dans leurs tissus, leurs moquettes, leurs matelas. La propreté réside surtout, je pense, dans le renouvellement, la circulation d'air et de fluide. Parce qu'un fluide, quel qu'il soit, qui stagne, va forcément être beaucoup plus propice à la prolifération bactérienne et des germes et des moisissures. Tout ça, là, toutes ces données, ça m'a permis de commencer d'abord à comprendre que l'hygiène ne passe pas par les lavages qui sont beaucoup trop nombreux et trop agressifs de nos vies contemporaines. J'en viens ensuite aux enfants, parce que, ok, j'ai compris qu'une bonne hygiène et de bons soins corporels,
c'est une hygiène non excessive, contrairement à celle qu'on fait dans nos sociétés modernes. Mais et les enfants, du coup, est-ce qu'ils doivent se laver tous les jours quand même? Un jour sur deux? Est-ce qu'ils doivent se laver autant, moins, plus souvent qu'un adulte? Ce que j'ai d'abord trouvé important, c'est d'en venir à me dire que les enfants, je pense que contrairement aux idées courantes, ils sont probablement moins sales que les adultes. Ils courent partout, ils jouent dehors, et ils sont pas gênés par le fait de toucher des choses collantes, alimentaires ou pleines de poussière, etc. Et pourtant, je pense pas que ça en fasse des êtres plus sales. Qu'est-ce qu'on appelle sale, d'abord? C'est quoi un truc sale? En vrai, c'est pas facile de définir ce qui est sale ou ce qui est propre. D'ailleurs, les définitions dans les dictionnaires sont extrêmement floues. Ma définition que je donnerais, moi, ce serait de définir quelque chose de sale lorsque cette chose a sur elle une substance qui n'a pas sa place ici. C'est comme ça que je vois la définition la plus juste. En réalité, il y a plein de choses qu'on qualifie de sales parce qu'on estime qu'elles sont dégoûtantes ou dangereuses ou pleines de bactéries et qui ne le sont en réalité pas vraiment. Tout simplement parce qu'on nous a appris à les considérer comme sales. C'est devenu quelque chose qu'on doit trouver repoussant, qu'on doit trouver burk, dégoûtant quoi. On a même intégré un genre de hiérarchie dans les niveaux de sale, du truc qu'on trouve un peu sale, un peu burk, jusqu'au truc carrément dégoûtant qui nous ferait vomir. Et il y a finalement très peu de substances nocives, dangereuses autour de nous. C'est rare, une substance qui est vraiment dangereuse autour de nous. L'urine, par exemple, l'urine, c'est une substance qui est stérile, sans aucun germe. Si elle provient d'une personne qui n'est pas malade, l'urine ne contient aucun germe. Ce que je retiens du coup dans tout ça, dans cette histoire de sale et de substances qui ne sont pas à sa place, c'est que les seules attentions que je porte, c'est lorsque des germes présents potentiellement dans une substance se posent à un endroit où ils peuvent potentiellement induire une maladie. Par exemple, les selles portent des entérobactéries qui sont très bénéfiques quand elles sont dans le côlon, mais qui, si elles passent dans l'estomac, peuvent induire des gastro. Voilà, donc ça c'est typiquement des germes qui sont très bien à un endroit et qui peuvent faire du mal à un autre endroit. Mais en réalité, c'est assez rare ça. La majorité des bactéries qui nous entourent n'induisent rien comme maladie. J'apporte aussi de l'attention sur les mains. Sans que ça m'inquiète non plus, j'en fais pas tout un truc. Les mains, c'est tout simplement le premier vecteur de germes. Et dans une source que je mettrai en description de cet épisode, il y est dit que 80% des virus et des bactéries sont transmis par les mains. Et l'hygiène des mains, c'est peut-être la plus importante sur laquelle il faudrait faire gaffe quand on est malade, j'entends, surtout. En plus, en parlant de gastro par exemple, les bébés et les jeunes enfants transmettent beaucoup moins d'entérobactéries, transmettent beaucoup moins de gastro que les adultes, puisque l'hygiène de leur siège est assurée par l'adulte. Et puis, les bébés et les enfants n'ont pas d'hormones de la puberté, ils n'ont pas de sueur particulière et ils n'ont pas de poils. Et enfin, la majorité des salissures des enfants se font sur les mains, voire éventuellement un peu les pieds, un petit peu le visage, mais en fait, le reste de leur corps est rarement sale. Tous ces arguments qui tendent à me faire voir les enfants comme des êtres qui sont pas si sales que ça, face à la contrainte hebdomadaire de toujours les saouler pour qu'ils se lavent, pour qu'ils prennent un bain, pour qu'ils se lavent tous les jours à la même heure, et bien tout ça, ça a mijoté dans ma balance mentale les risques avérés, l'hygiène excessive de nos contrées, face à la posture nocive pour l'enfant qui subit, qui se soumet. Et bien ici, chez nous, on ne fait plus de bain depuis des mois. Depuis le mois de novembre 2018 précisément. J'avais fait un article sur mon blog où je raconte tout ça. Je mettrai ça en description aussi de ce podcast. Parce que jusqu'en septembre 2018 environ, mes enfants prenaient des bains régulièrement, genre 2-3 fois par semaine peut-être. À cette époque-là, mon plus jeune fils, c'était un gros fanat de bains et d'eau et de lavage, de douche. Et puis, un jour, il a plus du tout eu envie de se laver. Nous, on refuse catégoriquement de l'obliger. On va pas faire des bains sous les hurlements. Il n'en est absolument pas question. C'est absolument pas l'esprit de ce podcast, tu l'auras compris. Du coup, on lui a foutu la paix, tout simplement. On lui nettoyait son siège lorsqu'il avait des urines et des selles, tout ça avec son accord évidemment. On nettoyait lorsqu'il avait quelque chose qui venait tacher sa peau, sur sa demande. Mais sinon, rien d'autre. Pas de bain, pas de lavage de cheveux, rien. On prend soin de vérifier s'il a des blessures, évidemment. Attention, bien sûr, on est là pour assurer la sécurité et la santé de nos enfants. C'est le devoir de base, Les bobos, ils sont surveillés et on ne laisse pas une blessure sale, on ne laisse pas une blessure s'inflammer, se dégrader, s'infecter, évidemment.
Donc depuis novembre, nos enfants ne prennent plus de bain. Ils prennent une douche une fois par semaine à la piscine du coin, parce qu'on fait une sortie piscine une fois par semaine, mais c'est tout. Et quand on ne va pas à la piscine, les enfants ne prennent pas de douche. On n'a absolument aucun désagrément, hein. Il faut bien le savoir ça. Le fait d'avoir fortement réduit les bains et les lavages, je vais te dire, hein, ça a supprimé des moments chiants, où toi tu veux qu'ils se lavent, mais eux non, etc. Et ça a permis de préserver leur peau. Parce que mes fils, ils ont une peau assez réactive, une peau à tendance atopique, facilement rêche et eczémateuse, et du coup là très clairement, on n'a plus rien de tout ça. Hein. Même l'hiver vient de se finir là, on a eu aucun problème de peau pendant tout cet hiver. Aucun désagrément en fait. Que mes enfants arrêtent de se laver, ça n'a apporté aucun désagrément. Ça n'a apporté que des bénéfices. Là, je te parle de notre cas à nous. Je ne vais pas te faire une généralité, je te donne aujourd'hui le cas de notre famille. Mais personnellement, j'ai du mal à croire quel mal ça pourrait apporter de laisser une peau tranquille en fait. Une peau non lésée, j'entends, évidemment. Je ne vais pas entrer dans le sujet de l'hygiène des dents. En fait, je vais l'aborder très rapidement parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur l'hygiène bucco-dentaire. Surtout que c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé, j'ai cherché énormément d'infos à titre personnel et pour ma famille. Et juste pour rapidement dire une ou deux choses là-dessus, c'est intéressant de savoir que les hommes de la préhistoire avaient très très peu de caries. On a très peu retrouvé de caries sur les squelettes, sur les dentitions. Et il y a aussi, de nos jours, il y a des dossiers qui sont super intéressants, des dossiers comparatifs de dentition selon les ethnies, et les humains qui vivent dans des tribus qui se nourrissent avec des aliments non transformés, des aliments bruts, ont très très peu de caries. Contrairement aux hommes qui vivent dans nos contrées, hein, qui mangent des aliments transformés. Les caries sont toujours multifactorielles. Il y a l'alimentation avant toute autre chose d'abord. Il y a les apports en calcium, en phosphore, et l'importance des vitamines A, D et K2 qu'on doit absolument avoir en quantité suffisante dans notre alimentation. Il y a les antinutriments qui empêchent l'assimilation des bons nutriments par l'intestin. Il y a également la présence éventuelle de bactéries cariogènes dans notre bouche, notamment Streptococcus mutans. Il y a aussi le pH de la salive qui peut être trop acide ou trop souvent acide. Et puis il y a un terrain génétique. Il y a des fragilités de l'émail, tout ça. L'hygiène bucco-dentaire, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et en plus, c'est un sujet dans lequel il y a un sacré paquet d'idées reçues. Et j'ai appris énormément via un groupe Facebook, et je pense que je le mettrai aussi en description de cet épisode. Je suis loin d'être une adepte, ou en tout cas, je suis pas prête au zéro lavage. J'ai lu des témoignages pourtant très rassurants et franchement vraiment intéressants de gens qui ne se lavent plus ou qui se lavent uniquement à l'eau. Et moi perso, j'aime encore être lavée. J'ai énormément de mal avec les odeurs. Et j'ai le nez qui est vraiment très sensible aux odeurs. Et j'aime vraiment beaucoup la fraîcheur d'une bonne douche. C'est quand même vachement agréable. Et pourtant, je sais que les témoignages de gens qui ont arrêté de se laver ont eu d'abord une période où il y a eu des odeurs qui sont arrivées. Et ensuite, il y a une régulation de ce fameux écosystème qui habite sur notre peau. Et ensuite, les odeurs diminuent très fortement jusqu'à devenir absolument presque imperceptibles, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Et honnêtement, je soutiens du coup complètement ceux qui font ce choix. Ici, chez nous, on se lave donc beaucoup moins, surtout les enfants, je parle surtout des enfants. Et on n'a plus de gel douche et on n'a plus de shampoing industriel. On utilise un shampoing solide qui est fait maison et on l'utilise tout simplement pour le corps aussi, et c'est tout. Quand on est parent, je trouve que c'est vraiment toujours ultra bienfaisant quand on peut se délester d'inquiétude. Parce qu'un parent inquiet, c'est un parent qui risque davantage de forcer l'enfant à faire ce truc qu'il veut qu'il fasse pour justement qu'il ne soit pas inquiet, le parent. Moi, ça me le fait. Quel parent n'est inquiet sur rien. Il y a des sujets qui m'inquiètent. Et je le dis à mes enfants quand là, je sais que je suis un peu insistante et que c'est parce que je suis inquiète sur ce sujet. Du coup, je comprends carrément si pour toi, par exemple, l'hygiène, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui t'inquiète et tout ça. Et ce que j'essaie de me dire, moi, dans ces cas-là, c'est que moi, c'est important pour moi, ce sujet. Mais je peux pas obliger mes enfants à trouver ça important aussi. Ils vivront que la contrainte et le forçage. Ils vont pas intégrer l'importance. Pour eux, ça deviendra une oppression. Du coup, ce que je fais quand j'ai des inquiétudes sur un sujet, c'est que j'informe mes enfants, je leur apporte des informations factuelles de ce qu'on sait, de ce que ça risque éventuellement de se passer,
si on fait ou on ne fait pas le truc qu'on leur demande. Je les informe s'ils sont en demande, s'ils sont OK pour que je les informe. On ne force pas une entrée d'information dans la tête d'un être humain, qu'il soit enfant ou pas. Et si le risque est avéré, si vraiment il y a un sujet qui est risqué, il y a vraiment un risque de santé, ou de sécurité, à ce moment-là, on va commencer à chercher comment s'en occuper avec le consentement de tout le monde. Et ça peut demander beaucoup d'essais, c'est pas super facile. Mais si en réalité les risques sont très minimes, ce qui est plus souvent le cas qu'on ne le croit, eh bien, je leur fous la paix. Ça m'empêche pas de rester vigilante et de surveiller, attention. J'ai tendance à être plutôt en survigilance avec mes enfants. Mais c'est mon truc, ça ne les regarde pas. Quand leur hygiène me dérange, par exemple, aussi, parce que il y a des choses qui sont importantes pour nous et qui ne le sont pas pour nos enfants. Et quand ça touche à nous, à notre place dans ce monde, on a le droit de le faire savoir. Par exemple, au niveau de l'hygiène, s'il y a un truc qui me dérange et qui impacte sur ma place dans ce monde, je vais le dire. Et je vais le faire savoir comme quelque chose de vraiment important qu'il va falloir suivre, parce que sinon, moi, je vais me sentir lésée. Par exemple, si mon fils, il a joué et il s'est mis plein de choses sur les mains, diverses et variées, et qu'ensuite, il me demande s'il peut prendre mon téléphone pour jouer un peu dessus. Moi, je vais lui expliquer que j'ai besoin que mes affaires, que mon téléphone soit propre. J'ai besoin de pouvoir faire confiance à mes affaires, que j'ai pas à craindre que mes affaires portent des germes ou des choses qui vont me déranger. Donc je lui explique que, ok, tu pourras prendre mon téléphone, mais il faut d'abord que tu te laves les mains, parce que moi j'ai besoin que mon téléphone reste propre. On a tous le droit de faire respecter nos affaires, notre place en fait dans notre monde. Mais voilà, toute cette réflexion-là que je te fais sur l'hygiène, c'est une réflexion que je me fais sur plein d'autres sujets, mais toutes ces réflexions que je fais sur des sujets comme ça, qui sont pleins d'idées reçues, plein de croyances et plein de peurs, c'est parce qu'il y a une distinction qui me paraît vraiment très importante entre nos inquiétudes, nos peurs, nos croyances, nos habitudes, ce qu'on nous a toujours fait croire, et les faits, les véritables risques, les questionnements plus froids, plus distants qu'on fait sur ce sujet. Et ça permet souvent de supprimer des contraintes qu'on met aux enfants qui sont très souvent basées sur de simples croyances ou des peurs non fondées. Voilà pour l'épisode de la semaine. J'ai dit plein de choses. Je sais pas si pour toi c'est important l'hygiène. Moi, ça l'a été pendant très longtemps et ça l'est encore sur plein de points. L'hygiène, ça reste quelque chose de très important pour moi. Mais je trouve toujours ça super. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien quand j'arrive à me délester d'inquiétudes qui vont induire des insistances auprès de mes enfants. Je me déleste de ça, ça me permet de me décharger. Et je pense que quand on est parent, on a besoin de se décharger un maximum, parce qu'on a vraiment des vies surchargées, on a des charges mentales vraiment très fortes en tant que parent. Voilà, je termine sur ça. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je te dis à très vite, salut.